Comme en notre habitude, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Afrique, l'électricité géothermique, une poule aux yeux d'or, nous nous interrogeons. Afrique, l'électricité géothermique, une poule aux yeux d'or, nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Qu'il est toujours très bon de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin encore pour une nouvelle édition de Paroles panafricanistes. Eh bien, mesdames, messieurs, la géothermie permet de produire de l'électricité à partir de la chaleur. Oui, vous avez bien compris, la chaleur contenue dans le sol. Selon une étude réalisée par l'ADEME et surtout Capgemini, le marché mondial devrait plus que doubler dans les 10 années à venir. De quoi motiver les industriels du secteur à investir davantage, notamment en structurant mieux l'offre nationale et surtout internationale, en développant bien sûr l'export de cette autre façon de faire de l'électricité. L'électricité produite par la géothermie de haute température dans les couches profondes du sol qui atteignent 100 à 350 degrés Celsius est une énergie d'ores et déjà compétitive dans plusieurs pays du monde. Mais nous, aujourd'hui, nous nous intéressons justement au continent africain. Est-ce que l'Afrique ne pourrait pas justement se lancer dans cette autre façon de faire de l'électricité? Ainsi, les pays qui se situeraient au 4e niveau mondial pour la production d'électricité géothermique, notamment grâce aux départements et régions d'outre-mer insulaires qui recèlent par leur contexte géologique d'importantes ressources exploitables. Cependant, l'Hexagone serait déjà en train de prendre du retard par rapport à d'autres pays comme l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou encore les États-Unis, des pays qui auraient déjà développé des stratégies pour l'export justement de cette électricité. C'est pourquoi la filière aujourd'hui africaine doit aujourd'hui dynamiser et surtout se positionner pour une offre nationale et surtout internationale en mettant en place un outil de mutualisation des risques exploratoires pour être présente et active dans les régions à potentiel n'ayant pas encore achevé leur phase d'exploration, comme par exemple, on parle bien sûr du continent africain. Elle doit être capable de répondre à des offres, on va le dire, compétitives et surtout complètes avec un ou plusieurs développeurs africains et étrangers, leaders d'ailleurs sur le marché. Des groupes de construction peuvent prendre le rôle d'assembleurs, développeurs et tout ce qu'on veut, notamment en Afrique, parce que l'expertise, il y en a sur le continent africain et la main-d'œuvre également, il y en a. Il faut préciser par ailleurs, mesdames, messieurs, que les plus gros potentiels de développement existent d'ailleurs sur le continent africain où le marché pourrait être multiplié par 9, voire par 15. Eh bien, dans les 10 années à venir, dans la zone Asie-Pacifique, on peut multiplier cela par 4, en Amérique centrale et surtout Caraïbes, doublement. Voilà pourquoi nous vous faisons savoir ce matin que jusqu'à preuve de contraire, l'électricité géothermique est peut-être, on va le dire comme ça, une source qu'il faudra explorer dans les jours à venir. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Afrique, l'électricité géothermique, une poule aux yeux d'or. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est astrophysicien. Nous l'avons invité sur cette question sur laquelle il s'est appuyé ces dernières semaines et nous espérons justement qu'il pourra répondre à nos questions. Professeur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Oui, bonjour Steve. Pourquoi je ne pourrais pas répondre à tes questions? Sauf que je suis malade. Bon, bonjour bien sûr à tous les téléspectateurs de Paroles panafricanistes. Bonjour à notre équipe technique. Et merci de m'avoir invité une fois de plus. Très heureux de vous avoir, docteur Jean-Paul Mbelek. Nous parlons de géothermique ce matin, pour ne pas dire de l'électricité géothermique. Commençons déjà par expliquer à nos téléspectateurs, c'est déjà quoi l'électricité géothermique? En fait, dans géothermie, il y a d'abord géo, la terre. Et thermie, c'est la chaleur. La chaleur est un problème en soi. Ensuite, il y a l'autre qualificatif, donc ça c'est la chaleur liée à la terre. Bon, maintenant il y a l'autre qualificatif, c'est l'électricité. C'est des phénomènes différents. Maintenant, on les combine. On utilise l'un pour combiner à l'autre, obtenir quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc, il faudrait peut-être que j'explique d'abord qu'est-ce que c'est que... Thermie, en fait, c'est du grec. En latin, on dit chaleur. Oui. Calories, en français, courant, calories donne chaleur aussi. Alors, donc, il faudrait peut-être d'abord expliquer c'est quoi la chaleur. Parce que on peut produire la chaleur sans changer de température. Alors, pour beaucoup de gens, température et chaleur, c'est la même chose. Non, c'est différent. Oui.
La température, c'est juste... En fait, c'est que dans la plupart du temps, si rien ne structure le mouvement de la matière, ce mouvement est désordonné. C'est-à-dire que quand tu prends, par exemple, un gramme, 1 litre d'eau, dans 1 litre d'eau, il y a des milliards de petites choses qu'on appelle les molécules. En fait, molécule, c'est du grec. Mol fait quantité. C'est du grec. Donc, quand on dit molécule, tu vois le ul, là, comme dans minuscule, veut dire petite quantité. Oui. En fait, c'est quoi? Quand on dit une molécule d'eau, c'est la plus petite quantité. C'est-à-dire que si il commence à diminuer, là, tu as une quantité d'eau, tu commences à diminuer. À chaque fois, tu retiens une petite part. Tu enlèves ça. Il y a un moment donné où tu vas trouver la plus petite part qui fait que tu peux encore parler d'eau. Si tu coupes ça, que tu réduis cette part-là, ce n'est plus de l'eau. Par exemple, dans le cas de l'eau, si tu réduis ça, tu vas obtenir 2 atomes d'hydrogène. Maintenant, on dit atome et un atome d'oxygène. Alors, pourquoi on dit atome? Parce qu'au départ, il y a encore plus d'un siècle, on pensait que c'était ce qu'on ne peut pas casser. Parce que, tu vois, même la molécule d'eau, on a pu séparer l'eau jusqu'à la plus petite quantité qu'on appelle la molécule, qu'on a pu casser. OK? Donc ça, mais une fois que tu arrives au niveau des atomes, on pensait qu'on ne peut pas casser. Bon, on sait qu'on peut casser, mais sauf que ce n'est plus de la chimie. Si tu casses ça, ça s'appelle la physique nucléaire. On passe à un autre niveau d'énergie. Là, on parle de physique nucléaire. Mais au niveau de la chimie, on va s'arrêter aux atomes. Et à leurs variantes, qu'on peut appeler les ions, par exemple. Voilà. Donc, en chimie, tu as les molécules, les ions, les atomes. Puis, de temps en temps, on tient compte des électrons. Bon, les électrons, c'est ce qui fait que... en fait, l'ion, c'est l'atome qui est doué d'électricité. Oui. Qui manifeste l'électricité. Voilà. Donc, et ce qui fait l'électricité, c'est les électrons. Tu vois, selon qu'ils sont en plus ou en moins. Tu vois bien qu'électron, électricité. Oui. Voilà. Bon, maintenant, le mot électron, lui, il ne veut rien dire de grand-chose. C'est lié à l'idée de frottement. C'est du grec toujours, juste le fait de frotter. Tu vois bien, quand tu te frottes, ton poil s'érisse. Oui. Ben, c'est de l'électricité. On ressent de la chaleur. Non, oui, en même temps. Parce qu'il y a bien sûr, il y a une relation entre chaleur et électricité. Mais c'est une combinaison qu'il faut expliquer. On va y arriver, non? Alors, mais en attendant, donc quand tu fais, les poils s'érissent parce que, comme le frottement, je t'ai dit que le mot électricité, c'est lié à frottement. Oui. En termes d'étymologie, ça veut dire frottement, en fait. Oui. Donc, quand tu te frottes comme ça, là, ces différents poils, là, tu leur as enlevé quelque chose par le frottement. Ces choses que tu as enlevées ou que tu as rajoutées, ça dépend dans quel sens ça va, c'est ça qu'on appelle les électrons. OK? Électrons comme électricité, oui, lié à ce phénomène de frottement. Mais il y a une règle en électricité qui dit que lorsque deux substances mises en vis-à-vis ont la même nature d'électricité, parce qu'en électricité, il y a 2 types de nature. Il y a le plus et le moins. Pourquoi on met plus et moins? Parce que en termes mathématiques, dans nos têtes, notre cerveau humain, on n'a que 2 signes en termes d'additivité. Soit tu ajoutes, soit tu retranches plus, soit tu retranches, ça s'appelle moins. Bon, c'est tout. Comme notre cerveau ne sait pas faire autre chose dans cette affaire d'ajouter ou de retrancher. Donc, c'est pour ça qu'on a mis plus ou moins. Et puis, il se trouve que mathématiquement, ça marche. Alors, donc, quand les excès sont de même nature, les 2 corps vis-à-vis ont excité plus ou moins, OK? Quand ils sont de même nature, ça se repousse. C'est pour ça que tes poils se hérissent, parce qu'elles se repoussent. Donc, combien tu as un poil à côté de l'autre poil, on le pousse d'un côté, mais l'autre aussi, on le pousse vers la gauche, celui qui est à gauche le pousse vers la droite. Donc, il reste debout comme ça, là. Voilà. Donc, c'est pour manifester le phénomène d'électricité, OK? Donc, maintenant, une fois que j'ai dit ça, je reviens donc à l'agitation dont je parlais. Donc, tu as compris que dans l'eau, il y a des petites quantités qu'on appelle les molécules d'eau. Oui. Mais en fait, elles se choquent parce qu'elles ont du mouvement. Et donc, comme elles sont trop nombreuses, donc, quand ça va dans une direction, mais ça rencontre d'autres, tellement elles sont nombreuses, elles vont rencontrer d'autres molécules, ça va se choquer. Puis même, comme l'eau est contenue dans un récipient, elles vont au moins cogner sur les parois. Exact. Voilà. Et retourner à l'intérieur, se recogner entre elles. Cette agitation désordonnée, parce qu'elle n'a pas de direction orientée, puisqu'on n'a rien fait pour l'orienter, là, le mouvement, là. Eh ben, c'est ça qu'on appelle, quand tu regardes globalement le phénomène, c'est ça qu'on appelle la chaleur. Cette agitation. Maintenant, le degré d'agitation, selon que c'est plus ou moins agité, c'est la température. Mais non, l'énergie qui va avec cette agitation, ça c'est la chaleur. C'est pour ça qu'il y a une liaison entre température et chaleur, mais c'est pas la même chose. Donc on peut très bien produire de la chaleur en restant au même niveau d'agitation. Oui. Voilà, c'est juste maîtriser la technique. Donc température et chaleur, c'est pas pareil. Donc maintenant la chaleur, ça nous donne, maintenant ça c'est physiologique, notre impression à nous, bien sûr chaleur, chaud, ça va ensemble, c'est tout du latin, lié à calorie. Hein. Donc quand tu frottes comme ça là, non seulement tu produis l'électricité, mais tu sens ces chaleurs. Parce qu'en fait, en frottant, tu crées un désordre. Oui. Eh ben oui. Parce que au moment où tu sais pas comment sont orientées les molécules de ta peau, là, ou de tes poils. Donc, quand toi, tu les poses d'un côté, il y en a plein qui allaient de l'autre côté. Donc, en fait, tu viens de rajouter un désordre.
Donc c'est ça qui donne l'impression de chaleur. Le cerveau l'interprète comme ça. Voilà. Alors, donc, maintenant, je disais donc que cette chaleur, elle existe quand on dit géothermie dans la Terre, mais en surface aussi. En surface, elle a deux origines, mais restons d'abord dans ce qui se passe dans la Terre. L'essentiel de la chaleur de la Terre, c'est vrai que quand tu... N'oublie pas un phénomène, c'est que quand tu poses une couche sur une autre, celle qui est au-dessus pèse sur celle qui est en dessous. Et comme elle pèse, ça appuie, donc ça fait de la pression. Or, pression, chaleur, température, c'est relié. Donc, c'est normal que quand on descend de plus en plus en profondeur dans la Terre, c'est déjà de plus en plus chaud. Voilà, bon, ça c'est logique. Mais revenons à notre phénomène de base. Ça c'est général, quoi. Ça c'est général, mais phénomène de base. Alors, en fait, l'essentiel de la chaleur géothermique, là, bon, géo, la Terre, voilà, elle est due à la radioactivité. Donc, elle est aussi en surface. Mais bien sûr, l'effet de profondeur et de concentration de la matière en profondeur fait qu'elle est plus forte à l'intérieur de la Terre qu'en surface. Mais elle existe aussi. Mais l'essentiel de la chaleur vient elle aussi, elle est géothermique puisque c'est toujours sur la Terre, même quand en surface. Oui. Celle-là, elle vient essentiellement du Soleil, puisqu'on est exposé au Soleil. Bon. Mais tu vois que quand tu es en surface, pourquoi on va chercher en profondeur? Parce qu'on veut résoudre un problème. Quand tu es en surface, tu vois bien que tu es lié au Soleil. Parce que même les vents dominants, c'est dû au Soleil. Une région est plus éclairée qu'une autre, c'est plus chaud qu'une autre, ben il y aura ce qu'on appelle un gradient de température. Gradient de température, c'est la différence de température entre deux positions. C'est ça, gradient. Il ne faut pas être influencé par les mots techniques, Steve. Hein. C'est juste que c'est les mots, c'est le jargon qu'on utilise. Oui. Gradient, ça veut dire une différence de température, de position. En termes de position, entre un point et un autre, il y a une différence de température. On dit qu'il y a un gradient de température. Donc, du coup, il y a aussi un gradient de pression, puisque d'un point à l'autre, les pressions sont différentes. Oui. Donc, comme spontanément l'air, qu'on appelle le vent, il va aller, spontanément, c'est que tu n'as pas besoin de le forcer, il fait ça tout seul. Il va aller de la haute pression vers la basse pression, tout comme l'eau coule sous la terre, de la hauteur vers le bas. Okay. Bon, c'est pareil, quoi. Donc, c'est ça qui fait le vent. Okay. Alors, donc, mais tu vois que quand tu es en surface, le fait que le soleil n'est pas présent la nuit, tu ne vois pas. Donc, il y a aussi l'alternance au niveau de la chaleur. Okay. Voilà. Et la terre aussi, d'ailleurs, quand le soleil n'est plus là, elle absorbe la chaleur ou elle en émet. Ça dépend à quelles heures de la journée. La nuit, oui. Donc, c'est au début ou à la fin. Alors, donc, ça fait qu'on est dépendant du soleil. Donc, c'est aléatoire. OK? C'est pas constant. On peut pas gérer ça en permanence. Il y a des heures creuses et des heures pleines. OK? Mais si tu vas chercher la chaleur du même phénomène géothermique, mais à l'intérieur de la Terre, qui ne dépend plus du soleil, mais totalement, essentiellement de la radioactivité et de la pression dont on a parlé tout à l'heure, les couches qui pèsent les unes sur les autres, parce qu'on voit en profondeur, tu vois que tu es à l'abri de cette influence alternance nuit-jour. Ça ne joue plus. Puisque quand tu es en profondeur, et nuit et jour, c'est pareil. C'est pareil. Ça ne change pas. Il y a toujours de la chaleur. Voilà un premier avantage de la géothermie. C'est disposer de la chaleur tout le temps. Alors maintenant, il y avait le mot géothermie et électricité. Comment on produit ça? Alors d'abord, il faut comprendre comment on produit l'électricité en général. Quelle que soit En fait, n'oublie pas, l'énergie, c'est quoi? L'énergie, pour nous les physiciens, c'est comme ce que les hommes appellent l'argent, mais l'argent en termes de monnaie, la monnaie, voilà. C'est ce qu'on appelle la monnaie, si tu veux. Oui. Okay? La monnaie. Parce que si je dis de l'argent, tu vas penser peut-être au métal, argent, au cuivre, au or, enfin non. Bon, la monnaie, on va dire la monnaie, ok? Donc, dans la nature, c'est comme dans la vie. Tu n'as rien sans payer. Tu payes la facture, mon gars. Tu veux l'exciter, tu payes. Ouais, avant même de payer ta facture à Eneo ou je ne sais pas quelle compagnie, selon le pays où on se trouve, ok? Eh ben, la nature te taxe déjà, hein. C'est-à-dire que celui qui a fabriqué cette électricité, là, qui lui va te facturer en termes de monnaie humaine, oui. Lui, il a déjà payé la facture que la nature lui demande. Hein. C'est pas gratuit. Bon. Donc, c'est-à-dire que ça coûte en énergie. Il faut, en fait, produire l'électricité, c'est seulement passer d'une forme d'énergie à une autre forme d'énergie. La finale étant l'énergie électrique, qui elle-même va être utilisée pour fournir d'autres énergies. Par exemple, faire tourner un moteur, c'est l'énergie mécanique. Okay? En fait, tu ne fais que passer d'une forme d'énergie à l'autre. Mais cette transformation coûte déjà de l'énergie. Tu vois que la physique à ce niveau permet même de comprendre ce qui se passe dans les finances. C'est-à-dire que tu achètes l'énergie avec l'énergie. Mais on achète de l'argent aussi. La monnaie, on achète aussi. Hein. Tu achètes une devise, tu as le dollar, tu vas acheter de l'euro ou du yen. Et celui qui te paye, te facture au passage. Et la nature, c'est un peu comme ça aussi. La seule différence entre la nature et les humains, c'est qu'il n'y a pas de profit. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un intérêt, parce que l'énergie totale se conserve. Tu ne fais que transformer, mais tu ne crées pas, tu ne détruis pas.
l'énergie est indestructible et tu ne peux pas la créer. L'énergie qui existe dans tout l'univers, c'est celle qui, dès le début, si c'est Dieu qui a mis son doigt là, c'est la même, elle ne bougera plus. C'est celle de la Elle ne changera jamais. celle de la création. Oui, tu peux plus. Toi, tu n'as pas les moyens de créer l'énergie. Cette impulsion-là, cette énergie de départ-là, c'est elle qui continue à exister, à se transformer dans tous les sens, même à créer de la matière. Hein, parce que de l'énergie, on peut trouver de la matière, et réciproquement. C'est la relation d'Einstein, E égale mc carré. M pour la matière, E pour l'énergie. Et le C carré, c'est le facteur de conversion. Si tu veux, ce qu'on appelle pour la monnaie, on appelle ça le taux de change. Mais il est énorme dans le sens passer de la matière à l'énergie. Et dans le cas contraire, créer de la matière par de l'énergie, ça, c'est moins favorable. Okay. Alors, cause de facteur C carré. Alors, je reviens dans ce autre sujet. Alors, donc, tu as bien compris qu'on ne peut pas créer l'énergie. C'est juste la conversion. Mais tu as compris également que de la même façon qu'il y a des différentes devises, puisque j'ai fait l'analogie avec la monnaie, il y a aussi différentes formes d'énergie. Okay. Alors, donc là, le principe de créer l'électricité à partir de la chaleur, c'est ça. La chaleur est une forme d'énergie. On va créer l'énergie électrique. Il y a juste un mécanisme à mettre en place. Maintenant, j'explique. Et ce mécanisme-là, tu peux le voir comme tu veux, c'est toujours le même. C'est basé sur un constat, un phénomène physique. C'est-à-dire que c'est un triptyque. 3 choses. Tu as l'électricité, le magnétisme, le mouvement. Si tu prends 2, tu obtiens le 3e. J'ai expliqué. Je prends un aimant et je prends un objet dans lequel j'ai mis un enroulement de fil et je fais tourner l'objet autour de l'aimant. Alors, dans les fils, il va passer du courant électrique. Ça, c'est des fils électriques, hein. Fil de cuivre, par exemple. Ça s'appelle la dynamo. Oui. Et c'est ce principe qui est basé pour la production d'électricité au niveau industriel. Sauf qu'on ne dit pas dynamo à ce moment-là. On dit alternateur. Donc, tu as bien compris qu'il faut quelque chose qui fasse tourner cet objet qu'on appelle la molette, la dynamo. Là, il y a une molette qui tourne. Hein, oui. Bon, ok. Au niveau de l'industrie de production d'électricité, on appelle ça la turbine. La turbine est solidaire de l'alternateur. Donc, quand la turbine tourne, et c'est dans l'alternateur qu'on a mis les fils bobinés, là, qui, eux, sont placés entre les pôles d'un aimant qui, lui, est fixe, il ne bouge pas. Ça, c'est le stator. La bobine, là, qui tourne, elle, c'est le rotor. Mais le rotor, là, qui, avec la turbine, forme l'alternateur, enfin, c'est un ensemble, va tourner autour des aimants. Lourds, ils sont très lourds. Très, très lourds. Ils ne bougent pas. Alors, donc maintenant, dès que ça tourne, donc les extraits produits dans les fils. OK? Et ces fils, après, ils vont sur un transformateur haute tension, sur les lignes, et puis après, pour servir les gens ou l'industrie, il y aura les transformateurs moyenne tension, basse tension. Pourquoi? Parce que l'avantage de faire tourner, ça crée un courant alternatif. Oui. Il y a longtemps, on discutait entre utiliser les piles pour créer le courant continu, un courant qui est toujours constant, il ne bouge pas. Si c'est 12, l'unité pour le courant, ça s'appelle l'ampère. Si c'est 12 ampères, c'est toujours 12 ampères, ok? Voilà, jusqu'à ce que ça commence à s'user. Quand ça commence à s'user, bon... on est obligé de changer. Ça commence à baisser aussi, mais c'est parce que c'est usé. Alors, sinon, le mieux, c'est l'alternatif. C'est-à-dire que le courant n'est pas constant. Il passe par des zéros, il passe par des négatifs, il passe par des plus. Parce que qui dit zéro, dit plus et dit moins. Oui. Voilà. Plus, c'est quand il vient vers toi, moins, c'est quand il retourne. Entre le moins il vient et le moins il retourne, il y a un point d'arrêt, il vaut zéro. Parce qu'on ne peut pas avancer et retourner sans s'arrêter. Donc il y aura un zéro. C'est le courant alternatif. Il fait un va, il vient vers toi, et un revient, voilà, en passant par les zéros. Ok? Donc c'est le courant alternatif. Alors l'avantage du courant alternatif, c'est une démonstration qui a été faite par Tesla. C'est le transformateur. Ok? C'est pouvoir produire à haute tension. Bon, la tension, c'est comme la température, j'ai dit tout à l'heure. La tension, ça donne seulement un certain niveau d'influence électrique. Okay? Si l'influence électrique est forte dans un endroit, la tension est élevée. Là où c'est moins fort, la tension est plus faible. C'est la même chose que la hauteur de la chute d'eau, la même chose que la différence de température, dont je parlais tout à l'heure, qui donne un niveau d'agitation pour la température. Voilà, là c'est pareil. Si l'influence électrique est forte, alors on dit que la tension est plus élevée. Ok? C'est tout. Okay? Et en fait, en général, tension, c'est une différence entre deux positions. Okay? Sinon, on dit potentiel électrique. C'est-à-dire que potentiellement, l'influence est forte. Okay? Et l'autre côté, on voit qu'il y a une différence. Alors, cette différence d'influence électrique, c'est ce qu'on appelle une tension. Alors, donc, l'intérêt, c'est que le transformateur
permet de passer de haute tension à basse tension et réciproquement, quand on est en alternatif. Ça ne marche pas en continu. Ça ne marche qu'en invention de Nikola Tesla, justement. Alors, maintenant, pourquoi? Bon, tu as compris que c'est intéressant. Parce que tu n'as quand même pas, dans une maison, ici on a 220 volts efficaces, tu n'as quand même pas donné... Dans cette maison? Tu n'as quand même pas donné 3 millions de volts, Steve. Parce que là, tu tues les gens. Hein. Puis aucun n'a pas... Ils vont tous griller. Hein. On est d'accord? C'est trop fort. Donc, mais... Et à la production, on n'est pas obligé de produire une haute tension. Mais qu'est-ce qui explique qu'à la production, on crée des hautes tensions? Parce que de là où tu as produit, tu veux servir tout un pays ou toute une région, donc sur des centaines de kilomètres. Mais dans les fils, l'électricité perd son énergie sous forme de chaleur. Parce qu'au fur et à mesure que les petites particules qu'on appelle les électrons qui portent l'électricité circulent dans le fil, il y a des atomes dans le fil, donc ça choque. Qui dit choc dit chaleur. Ils perdent l'énergie en forme de chaleur en route. Et la perte est énorme. Et or, il est prouvé que si la tension est élevée, les pertes sont minimisées. Donc c'est pour ça que la production crée une tension très élevée. De sorte que dans les lignes, on perd peu de chaleur. Oui, le rendement est meilleur. Et donc maintenant, le transformateur permettra de rabaisser la tension pour le service. OK? Et ça résout le problème. Alors, géothermie, donc je parlais de radioactivité. Je sais que c'est toujours la même question, mais il fallait que les gens voient un peu, parce que peut-être tout le monde ne comprend pas bien ces phénomènes-là. Alors maintenant, oui, le triptyque là, je vais quand même donner un exemple aussi sur le triptyque. Là, on a expliqué pour ce qui nous intéresse, mais on peut aussi expliquer pour ce qui ne nous intéresse pas, comme ça les gens ils comprennent. Là, on a expliqué comment on produit l'électricité, c'est-à-dire champ magnétique plus mouvement, électricité. Mouvement d'une bobine, ok, donc l'alternateur, autour d'un élément qui sont fixes. Mais Steve, on peut faire l'inverse aussi. On peut très bien vouloir créer le mouvement. Donc, une fois que l'électricité est produite, si tu l'envoies dans un appareil dans lequel il y a un champ magnétique, et cette fois-ci, l'appareil, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? D'après le triptyque, il va créer un mouvement. Oui. Bon, en général, on crée un mouvement de rotation. Mais ça, c'est un moteur. Voilà. Maintenant, tu peux aussi produire un champ magnétique. Si tu prends l'électricité, tu le mets en mouvement. Donc, dès que l'électricité est en mouvement, ça s'appelle un courant électrique, il crée un champ magnétique. Puisqu'on a dit électricité, c'est un triptyque. Si tu prends deux, tu obtiens le troisième. Électricité, mouvement, donc tu auras un champ magnétique. Et le courant électrique crée des champs magnétiques. C'est le principe des bobines. C'est le principe des bobines, par exemple, qu'on utilise, par exemple, dans les casques, là. Tu peux ramasser une voiture comme c'est du métal. Oui. Voilà. Tu envoies le courant, il va créer un champ magnétique. Paf, tu poses ça sur la voiture. Et comme ton courant est très fort, le champ magnétique aussi, tu soulèves la voiture. Donc, c'est le principe de l'électroaimant. Voilà. Donc, je t'ai expliqué le triptyque. Alors, donc maintenant, comme ça, les gens, ils ont compris que c'est une affaire de triptyque. C'est la nature, c'est une loi de la nature. Oui. Tu as trois choses, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein, si tu veux, pour les catholiques. Tu as trois choses. Si tu prends deux, tu t'arranges bien, tu auras le troisième. Les trois choses, je résume, c'est électricité, mouvement, magnétisme. Le magnétisme, c'est quoi? Ça, c'est un autre sujet. On laisse. Magnétisme. Mais le mot magnétisme vient de Magnésie. C'est une région en ex-Yougoslavie. C'est de là que le mot magnétisme est venu. C'est le nom d'une région, la Magnésie, qui a donné le nom magnétisme. Voilà. Parce que les gens avaient remarqué là-bas que enfin, je ne crois pas que c'est eux seulement, dans le monde entier, mais bon, je raconte la petite histoire qu'on nous raconte tout le temps. Quand la foudre tombait dans cette région, certaines pierres avaient un comportement d'attirer des petits bouts de fer. Voilà, c'est tout. OK? Bon, OK, parce que la foudre, c'est l'électricité en fait. Elle est montante, l'électricité monte, c'est les électrons, ou elle est descendante, l'électricité descend. C'est toujours dû à un effet de frottement. C'est que la Terre tourne autour d'elle-même. Et comme elle tourne, et que l'atmosphère n'est pas scotchée sur la Terre, l'atmosphère tourne avec un retard. On appelle ça l'inertie de la matière. Donc quand la Terre tourne, la partie solide là, comme il y a un retard, ça veut dire que l'air qui est au-dessus frotte sur la Terre. À force de frotter, le sol est toujours électrisé. Mais comme l'air est sec, l'électricité ne circule pas, c'est un isolant. L'air est un isolant, ça empêche l'électricité de passer. Mais quand c'est humide, par temps d'orage, c'est humide, alors maintenant, l'électricité peut monter. Parce que le nuage aussi frotte dans l'air. Lui aussi n'est pas lié à l'air, c'est de l'eau. C'est des petites particules, c'est des petits morceaux de glace là. Donc, ça fait que le nuage aussi, il frotte, lui aussi, il a l'électricité à sa base, tu vois. Donc, ça fait que si par exemple, à la base du nuage, dans la zone où il passe, et que en bas, ça a été chargé moins, le nuage, lui, il est plus, et que l'air est humide, la foudre va monter. Parce que c'est le moins des électrons là qui vont se rejoindre de plus, par attraction. Des contraires. Et inversement, ok? Si c'est plutôt en haut, c'est moins, en bas, c'est plus, la foudre sera descendante. Bon, alors, donc, pour revenir, donc, je disais donc une fois qu'on a compris comment fabriquer l'électricité, le but du jeu dans la géothermie, c'est seulement utiliser la chaleur de la Terre.
Mais je t'ai dit qu'elle est essentiellement due à la radioactivité. Les roches radioactives, il y a beaucoup d'uranium, le thorium, le potassium, c'est des roches radioactives qui contiennent ces éléments. Et on les trouve en surface, puisqu'on exploite l'uranium en surface. Oui. Mais dans les autres régions, il n'y a pas d'exploitation uranifère importante. Ça veut dire que si tu regardes sous la Terre, ok. Et sur Terre, ces éléments ne sont pas faibles. Dans l'univers, oui, mais pas sur Terre. Sur Terre, ils sont pas les plus abondants, mais ils sont assez abondants, relativement abondants. Et en plus, on va chercher sous la Terre. Alors, pour fabriquer l'électricité qui t'intéresse, il faut que tu ailles, en fait, tu entres en profondeur, c'est au bas mot, j'arrondis, 1,5 km, 2 km, et plus, hein, éventuellement 10 km si tu peux. Hein. Donc, les réserves de chaleur, bon, ça, c'était la partie, j'ai expliqué la base, la radioactivité. Mais après, il y a d'autres phénomènes qui vont intervenir. Oui. C'est-à-dire que les roches en fusion, quand tu entres sous la Terre, comme la pression augmente, la température augmente aussi, et qu'il y avait déjà de la chaleur, parce que je t'ai donné les sources de chaleur, la radioactivité qui est la chaleur. Donc, ça va tellement être chaud que les roches vont devenir liquides. Enfin, c'est ce qu'on appelle, en surface, on appelle ça la lave. Ok. Voilà. Mais sinon, sous la Terre, on appelle ça le magma. Et donc, partout où il y a du magma, on peut. Est-ce que sur toutes les on peut aller chercher la chaleur? Le magma. Ou bien alors, il y a des régions. Non, c'est une question d'entrer en profondeur. Oui. Il y a des endroits où il faudra aller encore beaucoup plus en profondeur. Bon, là, on peut plus en parler parce que technologiquement, tu comprends, Steve, qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est cette limite technologique qui fait que tu peux pas chercher du magma partout. Mais si tu pouvais aller jusqu'au cœur de la Terre, il fait hyper chaud là-bas. Donc, il y a un problème de limitation technologique de nos jours quand même. Oui. Voilà. Maintenant, même là, il y a le magma. Il faut aller le chercher, Steve. Parce que la Terre, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle la croûte terrestre. C'est sur quoi on marche là. Et tu entres en profondeur d'environ 30 km. Ça, c'est la croûte terrestre. 35 km. Mais après, plus ou moins. Il y a physique, il y a rien de précis. Allez savoir. Non, il y a rien de précis en physique. Tu ne peux pas dire 1. 1, c'est plus ou moins combien? Ça varie. Non, c'est moi le physicien. Non seulement la mesure ne peut pas être exacte, oui, mais ça varie sur la Terre parce que c'est pas une constante universelle. Donc 30 km ici, 25 là-bas, 35 ici. D'accord. Bon, on dit en gros 30 km, quoi. Alors, après, en plus en profondeur, c'est ce qu'on appelle le manteau. Ce n'est que des mots, c'est du français. Maintenant, ça, si je veux, j'appelle ça comme je veux. Hein. OK? Bon, comme on parle français, et qu'il faut que tout le monde nous comprenne, voilà. Et tu vas aller encore en profondeur, jusqu'au niveau du noyau de la Terre. Voilà. Là où se produit le champ magnétique terrestre, c'est dans le noyau. Mais là, il fait hyper chaud. Hein. Alors, ce qui est bizarre, Steve, ça, c'est pour ce que nous donne la recherche. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu es au cœur de la Terre, au début, tout le monde pensait que c'était totalement liquide. C'est pas vrai. De nos jours, on sait que c'est faux. On le sait parce qu'on utilise les ondes sismiques pour sonder l'intérieur de la Terre. Voilà. En fait, la couche la plus interne de la Terre est solide. C'est du fer, du nickel, ce sont les éléments magnétiques et le cobalt. Et puis quand tu montes un peu au-dessus, tu retrouves les mêmes éléments liquides. C'est les lois de la nature, c'est dû à un rapport entre température et pression. Ok? Quand le rapport est de telle façon, c'est liquide, l'autre façon, c'est solide. Donc en fait, le cœur de la Terre est solide. Et après, il y a une couche liquide, fait des mêmes éléments. Bon, après, le reste est solide. Et puis, il y a le magma de temps en temps. Ouais. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui devrait se diriger justement vers cette nouvelle énergie? L'Afrique est déjà impliquée. Mais, ok, si tu veux, je répondais. Alors, je te le dis. Il y a une chose que j'aurais voulu dire, mais je peux le dire à la fin, c'est comment on y arrive. Parce que même s'il y a le magma quelque part, en fait, j'allais commencer à le dire, il n'est pas là comme ça, il faut aller le chercher. En fait, tu as besoin de ce qu'on appelle un fluide caloporteur. Un fluide, c'est soit un gaz, soit un liquide. Hein. En physique, on dit fluide. Soit un gaz, soit un liquide. Soit un état de la matière, liquide ou... Celui qui est capable, le liquide, de prendre la forme du récipient, et le gaz, lui, il est expansif dans tous les sens. Okay? Voilà. Le solide, lui, il a déjà sa forme. Donc, mais on veut un fluide. Alors, fluide, c'est liquide ou gaz. Donc, il faut que tu utilises un liquide. En général, c'est du liquide, un gaz, un fluide caloporteur. C'est lui qui va chercher la chaleur. Donc, par exemple, en général, c'est l'eau. Tu vois? Mais dans les centrales thermiques, par exemple, on utilise le sodium, ou dans les centrales nucléaires. Ça dépend. Mais sinon, en général, c'est l'eau. Parce que l'eau, c'est ce qu'on manipule le mieux et c'est ce qui est le plus sûr.
en termes d'explosivité. Parce qu'il y a des liquides, si tu ne fais pas attention, peuvent exploser sur toi. Hein. Oui. Dans des conditions extrêmes, si tu ne contrôles pas bien. Dans l'eau, c'est quand même une certaine garantie. Et puis, il y en a assez sur la Terre. Voilà. Alors, et tu vois que là où ce sera une condition, parce que tu veux ta centrale, mais il te faut de l'eau. Donc, tu vas essayer d'être quelque part où il y a et le magma, et la capacité d'y accéder, et l'eau. Donc, tu injectes de l'eau là-bas, on va prendre l'eau, mais cette eau, il faut qu'elle casse les pierres. Parce que le magma en dessous, il faut qu'elle casse les pierres de la côte terrestre, là, pour déjà ramasser le magma qui existe déjà dans la côte terrestre. Et dans certains cas, pourquoi ne pas descendre, si tu peux, à 30 km et arriver dans le manteau. Mais en général, on reste dans la côte terrestre parce qu'on est limité dans nos capacités. Alors, donc, mais pour aller chercher le magma, il y a des roches qui te barrent la route, là. Alors, il faut les casser. Alors, c'est là que ce phénomène de fracturation intervient, qui existe déjà pour le gaz de schiste. Et pourquoi je dis ça? Tu sais très bien, Steve, que le gaz de schiste, d'abord, il revient cher et tout le monde n'est pas content de l'avoir pour des raisons écologiques. Mais attends, mais la géothermie, c'est comment? Là aussi, il faut casser la roche. C'est le même phénomène. Bon, le gaz de schiste, c'est un peu extrême, parce qu'ils vont chercher même les petits bouts de roche. C'est plus extrême. Mais quand même, là, il faut quand même trouver un passage, une fissure, pour que l'eau passe. Et aille là où c'est chaud, elle s'évapore et elle remonte sous forme de gaz. Et c'est ça qu'on va maintenant utiliser. Parce qu'en réalité, sur les turbines, c'est pas le liquide qui arrive. Le liquide n'arrive que dans un cas spécial, c'est quand c'est une centrale hydraulique. Et c'est de l'eau liquide, ok? Mais sinon, dans une centrale, qu'elle soit fuel, qu'elle soit nucléaire ou autre, la géothermique, c'est un gaz qui arrive, qui fait tourner la turbine. Okay. Donc, on récupère ce gaz. En fait, quand il remonte aussi avec de l'eau. Okay. Il y a une petite part d'eau, une part de vapeur. Oui. Et on met l'eau dans un circuit, on récupère la vapeur qu'on envoie sur les turbines, quoi. Alors, donc la question était, est-ce que l'Afrique a... Oui, l'Afrique est... Je vais donner un pays qui est leader mondial. Enfin, parmi les leaders mondiaux, c'est pas le leader mondial. Le leader mondial, c'est les États-Unis. T'en doutes bien. Mais parmi les leaders mondiaux, il y a le Kenya. En Afrique, c'est le leader. Hein. Le Kenya fait partie dans le classement, après la Turquie, il y a le Kenya. Je suis parti des 8 pays. Et on trouve aujourd'hui que la géothermie est une énergie. Et depuis les années 50, hein, les études ont commencé en 1950, oui. Et les premières installations dans les années 60. On déclare que la géothermie est une énergie moins chère, l'électricité moins chère, et que l'Afrique devrait justement se lancer là-dedans pour avoir l'électricité pour tout le monde. Oh, Steve, ça c'est une façon journalistique de dire les choses, excuse-moi. Hein. Mais non, regardons techniquement. La première raison d'aller vers la géothermie, je l'ai donnée dès le départ. Nous on a des stages ici. Oui. Parce que de temps en temps, on te dit que le barrage de l'Ompangal, parce que l'Ompangal vient combler son lolo et puis aider à ramener quelques mégawatts, quelques centaines de mégawatts de plus. Mais on te dit que on l'a fait pour essayer de combler un peu le déficit dans le pays parce qu'on avait mal dimensionné les choses. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Tu sais bien que les délestages sont dus aussi parfois aux transformateurs locaux qui sont défectueux. Plus ou moins. Qui n'existent même pas. Bon, tu sais pourquoi? Avec tous les détournements de fonds, et on ne rachète pas derrière. Alors, et puis la mauvaise gestion, dans le cas des Eneo, enfin, je ne vais pas les accuser, mais tout le monde connaît. Donc, c'est déjà pour éviter ce genre de choses, des délestages. C'est-à-dire qu'on ne dise pas qu'on a mal configuré, on n'a pas assez produit. Donc, par exemple, le Kenya produit actuellement un tiers de son électricité à partir de la géothermie. Et il bénéficie du fait que toute l'Afrique de l'Est, là, depuis le sud de l'Éthiopie jusqu'au nord de Mozambique, là, en passant par la Tanzanie, il y a ce qu'on appelle le rift. C'est-à-dire que l'Afrique est divisée en deux. Il y a une faille qui s'est formée il y a j'arrondis 15 millions d'années, bon, 14 millions d'années. Voilà. Et cette faille a séparé l'Afrique en deux. Donc la partie haute est élevée, la partie est élevée, la partie ouest est plus basse. C'est là qu'il y a les forêts équatoriales, tout ça. Et donc du coup, cette faille qui s'est créée naturellement, tu n'as pas besoin de trop forcer pour aller chercher le magma. Puisque déjà il y a la faille. Donc l'eau passe d'abord par la faille sans rien faire, et c'est plus bas que tu peux travailler. Donc tu n'es pas très loin. Donc là, ça devient très intéressant. Tu comprends? Parce que naturellement, il y a quelque chose qui est déjà avantageux. Alors, donc maintenant, ce n'est pas une affaire ta question, tu peux redire parce que je voudrais savoir si on parle de l'électricité moins chère. Moins cher, c'est ça. C'est pas une affaire de moins cher, Steve, en ce qui nous concerne. Parce que regarde, le barrage d'Inga, par exemple, s'il était construit, il y aurait pas moins cher. D'ailleurs, même sans l'énergie géothermique, on pourrait donner l'électricité à toute l'Afrique et ça coûterait pas cher. Parce que déjà, la production ne coûte pas cher. Ensuite, il y a beaucoup de consommateurs. C'est tout. Le barrage d'Inga, depuis les années 40, même, on sait que c'est suffisant pour alimenter toute l'Afrique. Donc, tu vois, ce n'est pas une affaire
De combien ça coûte, C'est une affaire de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Éviter, parce que un barrage, le fait que l'eau coule, parce que l'eau vient de la haute hauteur, c'est les monts, la neige qui font. Donc, tout ce système hydraulique-là, c'est le circuit de l'eau, c'est lié au soleil. Exact. Donc, tu auras des pénuries. Et s'il ne pleut pas, parce que la pluie, tout ça, c'est le même circuit. S'il ne pleut pas, le barrage, là, il va être à sec ou presque sec. Tu comprends? Voilà. Et c'est pas, l'hydrologie n'est pas parfaite toute l'année. Et même s'il n'est pas sec, c'est pas régulier. Et du coup, il y aura la tension, les basses tensions, les baisses de tension. Tu comprends? Alors qu'à partir de l'énergie voilà, géothermique, on est à l'abri de ça, on est à puisqu'on va l'abri de chercher ça. la chaleur en profondeur. Donc, je crois que c'est le premier avantage. Ensuite, c'est le mode d'exploitation, mais qu'on peut affiner, tu vois. Il y a des pays qui n'ont pas avantage, parce que le mode d'exploitation fait que, au niveau de la pollution et combien ça va leur revenir, ça peut coûter trop cher. Donc, on peut pas faire ça partout. Mais sinon, ceux qui ont la possibilité de le faire, et je pense qu'au Cameroun, c'est possible. On a parlé tout à l'heure, en off, hein, je crois, avant l'émission, le nord du Cameroun, la partie de confiance là, entre le Mbam et la Sanaga, et peut-être même le littoral. Mais je t'ai fait remarquer que pour produire l'électricité, puis c'est notre sujet, comme il faut au moins 200, 300 degrés en montant, même disons 150 degrés en montant, tu pourrais le faire sur le littoral, mais ce ne serait pas pour produire l'électricité, mais tu auras quand même la chaleur. Tu pourrais quand même, une fois que tu as la chaleur, tu as aussi l'inverse. Tu peux transformer également. Tu peux aussi faire du froid, hein, parce que c'est la même chose. Non, le froid, le chaud, c'est la même chose pour un physicien. Merci. Voilà, mais c'est le rendement qui va changer. C'est le rendement qui va changer, voilà. on vous a bien compris. Donc, j'insiste sur dire que le Kenya est leader et que mondial, même maintenant, la dernière construction qu'ils ont faite d'une centrale géothermique là-bas, c'est elle qui produit le plus d'électricité actuellement dans le monde en termes de géothermie. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à s'inspirer de l'exemple du Kenya. Parce que tout comme pour l'étude de l'origine de l'humanité, le Kenya est en avance. Bon, il y a l'Éthiopie aussi, mais le Kenya, la Tanzanie sont des pays qui sont en avance. De la même façon, quand ils se sont lancés dans les années 50 dans la géothermie, ils sont en avance. Ils ont tous les techniciens, ils ont toute la connaissance. Donc, on gagnerait à créer une collaboration africaine autour du Kenya. Merci. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec, d'avoir été des nôtres encore ce matin. Merci de m'avoir invité. Je crois, en fait, ce sujet, j'avais beaucoup à dire. Hein. Mais bon, on sait que vous avez beaucoup à dire. Il faut bien s'arrêter à un moment donné. Mais bon, on aura le temps d'en reparler. S'il y a des questions, si les gens interviennent, je pourrais répondre. Ils auront pas mal de questions à poser. Je pourrais répondre éventuellement. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.